Bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. La Syrie ravagée par la guerre depuis bientôt 6 ans et le chaos en Irak depuis 13 ans. Pourquoi le Proche et le Moyen-Orient semblent-ils condamnés à une instabilité perpétuelle? Il n'y a pas eu une seule année paisible depuis 1948. Les premières lignes de fracture ont été creusées par les conflits opposant Israël à ses voisins arabes. Crise de Suez, guerre des 6 jours, guerre du Kippour. À ces guerres de type classique se sont superposées les luttes de libération menées par les Palestiniens et les Kurdes notamment. D'autres lignes de fracture confessionnelles et communautaires sont apparues après la révolution iranienne et plus tard après la disparition de l'URSS, avec en toile de fond les rivalités hégémoniques des nouvelles puissances régionales, Iran, Arabie Saoudite et dans une moindre mesure la Turquie. En 1975 éclatait la guerre civile au Liban et la liste s'est allongée interminablement. Iran-Irak, la plus meurtrière de toutes, entre 1980 et 88. L'invasion du Koweït en 1990, les 2 guerres du Golfe, les 2 guerres entre Israël et le Liban, les premières et deuxièmes intifadas, et les guerres de Gaza à 4 reprises dans la période 2006-2014. Enfin, les soulèvements contre les régimes autocratiques en Syrie et au Yémen ont engendré le chaos et des guerres à outrance à l'intérieur des États eux-mêmes. Obnubilés par la guerre contre Daesh et le terrorisme, nous avons parfois en Occident une vision faussée des conflits qui se déroulent aujourd'hui. Au fond, nous n'avons pas affaire à une grande guerre opposant le monde musulman à l'Occident, mais à des guerres confessionnelles entre musulmans eux-mêmes. On ne va pas remonter dans l'histoire jusqu'à la mort du prophète Mahomet. Notre point de départ, c'est Téhéran, le 1er février 1979. Ce jour-là, à Téhéran, 3 millions de personnes, peut-être 4, accueillent triomphalement l'imam Khomeini. On pressent alors que quelque chose est en train de basculer. Les chiites ont un leader, ils auront bientôt un État basé sur les lois de Dieu et qui dispose de réserves de pétrole formidables. La naissance du Hezbollah, le Parti de Dieu, au Liban, en 1982, marque les débuts de l'internalisation de la révolution iranienne. Et aujourd'hui, les miliciens du Hezbollah combattent en Syrie aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Au Yémen, c'est le mouvement houtiste, soutenu lui aussi par Téhéran, qui résiste à la coalition sunnite emmenée par l'Arabie Saoudite. Les chiites représentent moins de 15% des musulmans. Il n'y a que 3 pays où ils sont majoritaires. L'Iran, bien sûr, ils y représentent 80% de la population, l'Irak, 67% environ, et le royaume de Bahreïn, 60 à 70%, dirigé pourtant par une famille régnante sunnite. Partout ailleurs, les chiites sont minoritaires, mais présents dans toutes les monarchies du Golfe. 12 à 15% de la population en Arabie Saoudite, 18% au Qatar, 10% dans les Émirats, à Oman, 5%. Ces minorités constituent autant de relais potentiels pour le pouvoir iranien pour déstabiliser les régimes sunnites. Bien sûr, cette ligne de fracture chiite-sunnite n'explique pas tout. Mais en Irak, avec l'invasion anglo-américaine et le renversement de Saddam Hussein, un équilibre a été rompu qui a plongé le pays dans un terrible chaos. Karim Bitar, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris. Vous avez rejoint Géopolitis pour nous décrypter le chaos qui s'est installé au Moyen-Orient. A commencé, dites-vous, par l'Irak au printemps 2003. Je pense que l'histoire retiendra que cette guerre, cette invasion anglo-américaine de l'Irak en 2003 était l'une des plus grandes erreurs stratégiques de ces 50 dernières années. L'administration George Bush et Dick Cheney était déterminée à frapper un grand coup après le 11 septembre. Certains idéologues qui entouraient cette équipe nous avaient laissé croire qu'on allait commencer par du nation building en Irak, construire un Irak nouveau et que cela provoquerait un effet domino positif dans l'ensemble de la région. L'histoire a montré que c'est exactement le contraire qui s'est produit, qu'on a eu une montée en force de la répression dans les pays voisins, qu'on a eu une rapide
montée en puissance également de l'Iran. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui souhaitent partir en guerre contre l'Iran qui sont en grande partie responsables de cette montée en puissance de Téhéran. Avec l'effondrement du régime irakien, de la dictature de Saddam Hussein. Le démembrement même, on pourrait dire. C'est cela, on a été au-delà de la simple éradication d'un dictateur. On a voulu démanteler toutes les structures étatiques irakiennes. C'est ainsi qu'après l'invasion, Paul Bremer, l'administrateur américain, a mis en place la politique qu'il a qualifiée de débassification, en référence maladroite à la dénazification qui avait eu lieu en Allemagne après 1945. Et c'est ainsi que des dizaines de milliers d'officiers irakiens se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi, sans revenus. Et ce sont certains de ces officiers qui vont devenir un peu plus tard les pères fondateurs de Daesh. Parce que Daesh, c'est un peu la rencontre de radicaux islamistes, bien sûr, mais aussi d'anciens officiers baassistes aigris qui avaient une revanche à prendre et qui étaient donc dans un combat beaucoup plus profane que religieux. Et donc cela a une influence directe sur ce qui s'est passé plus tard en Syrie. Tout à fait. Nous vivons aujourd'hui les effets conjugués de l'invasion de l'Irak et des révolutions arabes qui ont commencé en 2011. Et la Syrie est le pays peut-être qui a payé le prix le plus lourd parce qu'il y avait les effets de la montée en puissance de l'Iran. Le régime syrien était perçu désormais comme le dernier allié arabe de Téhéran. Et c'est un peu aussi ce qui a motivé certaines puissances conservatrices sunnites du Golfe à vouloir faire tomber le régime syrien. Et en même temps, nous avions aussi une société, la société syrienne, qui avait, comme la société irakienne, souffert de décennies d'autoritarisme, de tortures institutionnalisées, de politiques économiques et sociales hasardeuses qui avaient fragilisé ce pays et qui avaient créé un terreau propice à une révolte populaire qui initialement était bel et bien légitime, même si très vite cette révolution syrienne s'est retrouvée kidnappée, phagocytée par le jeu des puissances régionales et internationales. Si on fait le tour un peu des acteurs régionaux qui ont phagocyté cette guerre, on a un peu le sentiment que tous, d'une manière ou d'une autre, ont intérêt au chaos qui s'est installé. Si on prend l'Arabie Saoudite, si on prend la Turquie, etc. Tout à fait. Nietzsche disait que les États sont les plus froids des monstres froids. Et on a l'impression que les puissances régionales qui sont en train de régler leurs comptes aujourd'hui en Syrie se comportent comme des monstres froids. Elles cherchent à maximiser leurs intérêts, à préserver leurs alliés. Et les principaux perdants, ce sont les Syriens de chair et de sang qui se sont retrouvés pris au milieu de ces guerres par procuration régionale. Donc, dans les 6 premiers mois de la Révolution, il y a eu un véritable élan populaire plutôt fondé sur des revendications sociales et économiques, mais dès l'automne 2011, cette révolution syrienne s'est transformée en conflit régional et aujourd'hui, avec l'intervention russe, en conflit international. Cette guerre qui a permis donc aux Russes de revenir dans le jeu au Moyen-Orient. Est-ce que vous diriez, à contrario, que l'Europe est exclue désormais du jeu moyen-oriental ? Le paradoxe, c'est qu'il y a au Moyen-Orient un désir d'Europe. La plupart des pays de la région, du moins des pays arabes, souhaiteraient que l'Europe joue un rôle beaucoup plus important. Mais de facto, l'Europe est devenue un acteur en effet très marginal. On assiste aujourd'hui à un désengagement des États-Unis, la fameuse politique de retranchement de Barack Obama, qui est compréhensible après les erreurs stratégiques des années Bush. Il y a une volonté de se recentrer, de reconstruire la puissance intérieure américaine qui avait été également affaiblie par la crise économique. Et la Russie a bien évidemment profité de ce retranchement américain pour tenter un grand retour au Moyen-Orient, qui peut sembler dans un premier temps avoir réussi à atteindre ses objectifs stratégiques, éviter que le régime syrien ne s'écroule totalement, mais la Russie pourrait finir par payer le prix, comme la plupart des puissances extérieures qui sont intervenues au Proche-Orient depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798, elles ont fini par subir le contre-coup, le backlash, et très souvent, elles doivent repartir dépitées. La présence russe sur le terrain syrien s'explique par la confrontation Est-Ouest durant la guerre froide. L'URSS cherche alors à établir une alliance avec la Syrie pour contrer le pacte de Bagdad. Ce pacte, signé en 1955, place la Turquie, l'Irak, l'Iran et le Pakistan sous l'influence des États-Unis. Syrie et URSS mettent en place une coopération militaire et économique. Un premier contrat d'armement est signé en 1956. Parallèlement, la coopération s'étend à l'industrie et aux infrastructures. Exemple, le barrage de Takba sur l'Euphrate.
Les relations se renforcent avec l'arrivée du Parti Baas en 1963, dont le régime instaure le socialisme arabe. En 1970, Hafez el-Assad, le père de Bachar, prend le pouvoir. Il prône l'équilibre des forces face à Israël. Moscou apporte son soutien et obtient en contrepartie un accès maritime et aérien facilité. Au début des années 1980, Assad père et Brejnev signent à Moscou un traité d'amitié et de coopération pour 20 ans. L'armée syrienne devient alors l'une des plus puissantes de la région. L'effondrement du bloc soviétique marque la fin des intérêts convergents Russie-Syrie. Il faudra attendre 2003 pour que Vladimir Poutine entame le repositionnement de son pays au Moyen-Orient. À cette guerre d'influence territoriale avec les Russes et les puissances régionales se superpose une guerre des cultures. Vous avez développé cette notion et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu cela. J'ai utilisé en effet la notion de culture wars que les Américains apprécient, mais qu'il ne faut pas confondre avec la notion de choc des civilisations. Le choc des civilisations, on pense essentiellement islam, Chine, Occident. Quand on parle de culture wars, ce sont plutôt les affrontements sur les questions de valeurs à l'intérieur d'une même société. C'est-à-dire à l'intérieur de la société américaine, vous avez des opinions différentes sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur le rôle de la religion, sur les armes à feu, etc. Grosso modo, en Occident, on peut dire qu'après 1989, après la chute du mur de Berlin, il y a un consensus sur la façon de gérer les sociétés, respect du pluralisme, des minorités, des femmes, etc. Dans le Moyen-Orient en général, c'est valable aussi bien pour le monde arabe que pour la Turquie, que pour l'Iran, nous n'avons pas encore atteint ce stade où il y a un consensus sur la question des valeurs. Il y a encore des débats très intenses au Maroc, en Algérie, au Levant également, sur quel doit être le rôle de la loi de Dieu à côté de la loi des hommes? Quel doit être le rôle que les femmes peuvent jouer en politique? Les libres penseurs, les athées, les homosexuels? Ce sont aussi ces débats qui vont déterminer l'avenir du Moyen-Orient. Donc lorsqu'on pense au Levant, on se focalise beaucoup sur les guerres par procuration. Ce qui se joue par contre en Afrique du Nord aujourd'hui, c'est très souvent ces affrontements sur les questions de valeurs. On a vu tout le débat auquel ont donné lieu la rédaction des constitutions tunisiennes et égyptiennes. On voit souvent les questions sensibles sont celles du corps des femmes. C'est souvent le premier champ d'affrontement dans ces culture wars, dans ces affrontements culturels. Et encore une fois, c'est peut-être là que va se jouer l'avenir du Moyen-Orient et c'est là où l'Occident a peut-être le moins de marge de manœuvre. C'est un débat interne à ces sociétés moyen-orientales. Et comment voyez-vous, pour revenir sur le terrain, l'issue de ces guerres par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? On pourrait ajouter la Turquie aussi, peut-être. On a le sentiment aujourd'hui que le Levant est déstabilisé pour longtemps. Les frontières héritées de la Première Guerre mondiale, de la succession de l'Empire ottoman sont en train de disparaître sous nos yeux. Il y a une marque politique, une politique de puissance, un affrontement, une rivalité, un combat de coq, si vous voulez, entre ces puissances, qui sont en train d'étouffer le Proche-Orient. C'est pour cela que ce qu'on peut dire à propos des affrontements sur les questions de valeur, c'est que contrairement aux guerres par procuration, il y a des choses positives qui peuvent en sortir. Les guerres par procuration sont toujours nuisibles au pays où elles se déroulent. Par contre, lorsqu'on parle de culture wars, ça peut donner lieu à des débats internes dans une société qui peuvent finir par faire triompher les forces les plus libérales, les plus progressistes. C'est ainsi qu'avance la cause des femmes, c'est ainsi qu'avance la cause des minorités, de la démocratie en règle générale. Si vous voulez, nous sommes aujourd'hui dans un Moyen-Orient où deux contre-révolutions sont en train de s'affronter. La contre-révolution qui veut nous ramener aux dictatures, à l'autoritarisme, on a vu en Égypte le retour de la répression, et la contre-révolution qu'incarnent les mouvances islamistes les plus radicales. Les libéraux et les progressistes semblent avoir quelque peu été marginalisés ces 2 dernières années, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, et on pourrait à nouveau, dans 5-6 ans, les voir réapparaître dans l'espace public arabe. Est-ce que les défaites territoriales de l'État islamique vont fondamentalement changer la donne dans la région? L'État islamique s'est peut-être laissé griser par ses victoires initiales. C'est d'ailleurs quelque chose, c'est un paradoxe peut-être, mais il y a un parallèle à faire avec les États-Unis des années 2000. On tombe d'abord dans l'hubris, l'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir nous conduit à la surextension, l'imperial overstretch dont les historiens parlent, et c'est cette surextension qui conduit au déclin. Donc c'est ce même cercle traditionnel, hubris, surextension, déclin, qui pourrait se concrétiser aujourd'hui si l'État islamique continue de perdre du terrain. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de Géopolitisme. Merci.
Et quelques pistes pour prolonger vos réflexions. Le dossier de notre invité, Karim Émile Bitar, après la guerre froide, dans le 99e numéro de la revue internationale et stratégique. Le documentaire Bagdad, chronique d'une ville emmurée, réalisé par Lucas Minget et Laurent van der Stokt, on a pu le découvrir cette année au Festival du Grand Reportage. Sur le démembrement de l'Irak et la naissance de l'État islamique, un livre, Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, de Pierre Luzard, aux éditions La Découverte. Cette émission est à voir ou à revoir en rediffusion sur RTS2, sur les chaînes de TV5 Monde, sur la page geopolitis.ch. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis.